population des Hauts-de-France a plus que doublé depuis le début du XIXe siècle, puisqu'elle était de 2,5 millions d'habitants en 1801 et qu'elle est aujourd'hui à 6 millions d'habitants. Alors cette croissance n'a été ni homogène ni linéaire, puisqu'à des phases de fort dynamisme démographique ont succédé des crises et des ralentissements. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que la croissance a été peu ou prou la même au niveau national, puisque la France a également vu sa population un peu plus que doubler sur la période. Pourquoi prendre 1801 comme point de départ? Eh bien tout simplement parce qu'il s'agit là du premier recensement au sens moderne de l'histoire de France. Institué par Lucien Bonaparte, qui est alors frère du citoyen premier consul et surtout ministre de l'Intérieur, celui-ci est forcément imparfait, puisqu'il repose exclusivement sur les maires et n'a pas de méthodologie commune. Il constitue néanmoins une première photographie de la population française à partir de laquelle nous allons pouvoir constater les évolutions ultérieures. Que peut-on dire de la population dans les Hauts-de-France dès la première moitié du XIXe siècle? La population des Hauts-de-France connaît alors une croissance importante puisqu'elle augmente d'un tiers en 50 ans. Mais cette croissance n'a rien d'homogène puisque par exemple le département du Nord, qui est déjà le plus peuplé à sa création en 1790, gagne beaucoup d'habitants, de la même manière que les littoraux grâce à la première révolution industrielle ou encore le nord de l'Aisne et notamment le Saint-Quentinois. A l'inverse, certains espaces plus ruraux, notamment dans l'Oise, vont connaître un premier exode rural et perdre des habitants aux dépens des espaces maritimes, notamment en Normandie. Il y a donc assez tôt une forte croissance urbaine. Oui, bien sûr. Et ça surtout dans le Nord, qui est un espace très densément peuplé et urbanisé depuis le Moyen-Âge, sur le modèle des cités drapières de Flandre. Mais l'urbanisation va s'accélérer très largement au milieu du XIXe siècle, à la faveur de la première révolution industrielle. On le voit dans les cités textiles les plus importantes, comme Lille, Roubaix ou Tourcoing, qui changent de visage au tournant des années 1850-1860, mais aussi grâce au charbon qui va constituer une révolution dans le Pas-de-Calais. Un village comme Denain, qui va découvrir son premier gisement houiller en 1828, quintuple sa population en moins de 20 ans. Quelles sont les conséquences de cette urbanisation soudaine? Tout d'abord, la vie économique séculaire s'en retrouve bouleversée lorsque les campagnes se vident au profit des villes. Et ça, c'est surtout vrai dans la moitié nord de la France où les parcelles agricoles sont les plus petites. Lorsque la Révolution revend les biens nationaux, ce sont surtout quelques propriétaires riches qui vont investir les campagnes pour faire travailler le monde paysan à leur propre compte. Ensuite, une urbanisation aussi rapide et massive ne va pas sans difficulté. La promiscuité, l'exiguïté des logements va favoriser la mortalité infantile et le développement et la propagation de maladies telles que le choléra qui fait des ravages au milieu du XIXe siècle. Ainsi, sur la seule année 1832, on recense 5000 morts dans le Pas-de-Calais. Enfin, la topographie urbaine s'en retrouve fortement modifiée. Les villes possédaient leurs propres limites qui ont peu évolué depuis le Moyen-Âge et doivent composer avec des afflux de population. Par exemple, en 1810, sur ordre de l'empereur, Saint-Quentin fait araser ses propres murailles. En revanche, si la population de Calais stagne, celle de son faubourg de Saint-Pierre explose, de sorte qu'en 1885, Calais finit tout simplement par absorber Saint-Pierre. Le mouvement de croissance se poursuit-il après 1850? Oui, et c'est d'autant plus intéressant que la France malthusienne entre dans une phase de décélération démographique. Si un tiers des régions perdent des habitants, les Hauts-de-France, eux, en gagnent plus d'1 million entre 1851 et 1911. Et cette croissance est d'ailleurs la plus importante du pays derrière l'Île-de-France. Cela concerne-t-il toute la région? Non, et les différences sont de plus en plus marquées. Le Nord et le Pas-de-Calais profitent vraiment de la révolution industrielle. Le Pas-de-Calais, notamment en 1911, monte sur le podium des départements les plus peuplés de France, juste derrière le Nord. Son seul arrondissement de Béthune triple sa population grâce à l'activité houillère. En revanche, les 3 départements de Picardie perdent 72 000 habitants à cause de l'exode rural qui s'amplifie et provoque un mouvement de concentration des populations dans une région qui était jusqu'ici marquée précisément par la dispersion de son habitat. Quels sont les ressorts de cette explosion démographique? Il conviendrait d'en identifier 2. Le premier, principal, puisqu'il contribue au moins à 90% de la croissance démographique, c'est la fécondité, et ce, dans une région particulièrement jeune. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, par exemple,
au sortir de la guerre franco-prussienne en 1872, une personne sur 3 a moins de 16 ans, et cela participe à l'excédent naturel. Le deuxième ressort, c'est l'immigration, qui explose dans le dernier quart du XIXe siècle. Les étrangers représentent 17% de la population du Nord en 1882, contre à peine 7% 30 ans plus tôt. Ils sont majoritairement venus de Belgique, et les 3/4 d'entre eux sont flamands. Ils se dirigent plutôt vers l'industrie textile, dans des villes comme Halluin, où ils représentent 2/3 de la population, ou Roubaix, où ils en représentent la moitié. Les Wallons, eux, se tournent plutôt vers l'industrie sidérurgique, dans la Sambre, vers les compagnies houillères ou encore vers la laine de fourmis. Comment la région traverse-t-elle ensuite les deux guerres mondiales? Les deux conflits mondiaux constituent des traumatismes colossaux pour la région. En 1921, lors du premier recensement d'après la Première Guerre mondiale, la région a perdu 450 000 habitants, soit 10% de sa population. Elle était traversée de part en part par le front qui a finalement peu évolué sur les 4 années de guerre, et certains villages qui jouxtaient le front ont été purement et simplement détruits. C'est notamment le cas dans l'Aisne et dans la Somme, deux départements qui, après-guerre, retrouvent une population inférieure à celle de 1801. Il faut attendre 1936 pour que la région retrouve son poids démographique d'avant-guerre. Et ça grâce à une forte natalité, un rattrapage des naissances, et une immigration nouvelle, notamment venue de Pologne. Mais en 1946, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la région a encore perdu 5% de sa population, pour 13% des pertes nationales. Les dévastations concernent cette fois-ci surtout les zones littorales, avec des communes comme Dunkerque ou Boulogne-sur-Mer qui ont perdu entre 1/3 et la moitié de leur population. Dans ce contexte, comment la région parvient-elle à se reconstruire? Les 30 Glorieuses, cette époque qui s'échelonne de 1945 à 1973, marque l'apogée industrielle et démographique de la région. Démographique car elle gagne 1,2 million d'habitants, grâce surtout à sa natalité. Une natalité qui est permise par la jeunesse de sa population. Sur la période, les femmes du Nord et du Pas-de-Calais, âgées entre 20 et 30 ans, ont un taux de fécondité constamment supérieur de 3 points à la moyenne nationale. Par ailleurs, une immigration nouvelle, venue cette fois-ci des pourtours de la Méditerranée, vient dynamiser la démographie. L'Oise, notamment, connaît une expansion démographique grâce à sa proximité avec la capitale. Elle devient en quelque sorte la locomotive de la région, grâce à ses habitats pavillonnaires et à ses réseaux de transport qui se développent rapidement. Mais c'est aussi l'époque qui voit apparaître les premières difficultés qui marqueront les décennies suivantes, avec un recul progressif de la natalité et une attractivité économique en déclin. Justement, que se passe-t-il à partir des années 1970? L'économiste Nicolas Baverez a forgé l'expression de 30 piteuses pour qualifier la période qui suit directement les 30 Glorieuses, et qui serait on ne peut plus vrai pour les Hauts-de-France, dont la démographie marque le pas. Sa croissance annuelle moyenne sur toute la période devient la plus faible du pays, juste devant la Bourgogne-Franche-Comté. La région qui était encore la 3e plus peuplée de France au début du XXIe siècle est désormais la 5e. Comment cela s'explique-t-il? Tout d'abord à cause de la crise du charbon qui sévit dès la décennie 1960 avec un pic d'extraction nationale atteint en 1958. Or, le charbon, c'est le bassin minier. Et le bassin minier représente 1/4 de la population régionale en 1975. Dans celui-ci, le paternalisme du XIXe siècle et du début du XXe siècle, puis les nationalisations et la politique de gratuité du logement, y ont découragé l'investissement scolaire et nuit aux capacités de mobilité géographique de la population. D'ailleurs, ce sont les arrondissements de Lens, de Douai et de Béthune qui affichent les soldes migratoires les plus négatifs. Et des communes comme Calonne-Ricoire ou Wallers perdent jusqu'à 1/3 de leur population entre 1975 et 2022. Puis la crise s'étend au textile, à la métallurgie et même à l'automobile. Si bien que les jeunes, pour pouvoir travailler, doivent partir de plus en plus loin. À partir des années 1990, plus aucun département de la région ne peut se targuer d'attirer plus d'habitants qu'il n'en perd. Si on couple ce phénomène à la baisse progressive de la natalité, on constate le vieillissement progressif et accéléré de la population des Hauts-de-France, qui vieillit plus vite que celle du reste du pays. Si les tendances actuelles se poursuivaient, on estime qu'à l'horizon 2070, la région ne compterait plus que 5,4 millions d'habitants.
Peut-on identifier des poches de dynamisme aujourd'hui dans les Hauts-de-France? Notamment dans la métropole lilloise et dans les Franches franciliennes, deux espaces qui se caractérisent par leur économie tournée vers les services, porteuse et qui attire les actifs. Mais également par leurs équipements en pôle universitaire qui attirent là les étudiants et la jeunesse. En 2 siècles, les Hauts-de-France sont passés d'une région à la démographie vigoureuse à un espace de croissance atone. Cette croissance a longtemps été portée par une natalité élevée et par une industrie florissante qui a attiré les travailleurs de France et de l'étranger. Mais les crises du XXe siècle ont remis en cause le système productif. Et la région souffre aujourd'hui d'un déficit d'attractivité et d'un vieillissement accéléré. Mais la région, comme nous avons pu le voir, a su faire preuve d'une certaine capacité de résilience par le passé.